Euh, J'aurais une question toute bête. Est-ce qu'il y a un putain de téléporteur du château à la frontière de Xadia? Parce que ça commence à devenir un peu grand pour moi, hein. Il y a un problème de temporalité dans cette série, c'est dingue, hein. Je vais en parler dans pas longtemps, mais on commence par l'intro de cet épisode 1 de la saison 3, qui est plutôt bien faite, puisqu'on passe un peu de temps sur le sorcier qui a plus ou moins inventé, semble-t-il, la magie noire à l'époque, il y a quoi, 100, 200 ans, c'est pas clair le moment où c'est apparu, et le roi dragon de l'époque. Le roi dragon de l'époque qui l'a convié au sommet de son royaume, ou je sais pas exactement où, et qui est pas super content en fait. Ça lui plaît pas que les êtres humains utilisent la magie des ténèbres, en particulier, et c'est le truc qui est bien appuyé, parce que ça les met de plus en plus à leur niveau, et que de leur point de vue ce sont des êtres inférieurs. Et c'est ça qui est assez marrant, parce que je pense que c'est fait exprès, hein. Je pense pas une seule seconde qu'on essaye de mettre en place une configuration avec les gentils et les méchants d'un côté. C'est vraiment cette considération très hautaine de la part du peuple magique qui fait que les êtres humains ont cette résilience très particulière à vouloir les suivre, se mettre à leur niveau, et ils n'apprécient pas qu'on les voit de haut comme ça. Et c'est difficile de ne pas me mettre à la place du gars, en fait. Parce que le sorcier qui a créé la magie noire, la façon dont on l'a présenté au tout premier épisode, ça donnait pas l'impression que c'était forcément quelqu'un de super. Mais comme on le montre maintenant, ça donne plus l'impression quand même que c'était quelqu'un qui pensait avant tout à son peuple et qui aimait pas se faire cracher dessus en fait. Étant donné qu'il s'est bien craché dessus, que le roi des dragons de l'époque, celui qui a été tué avant le début de la saison, lui a dit d'arrêter ça, et il lui a même fait un ultimatum très direct: soit t'arrêtes, soit je vais détruire ce village, des milliers de gens, je m'en bats les couilles. C'est plus ou moins ça que ça a dégénéré. Hein, donc le sorcier s'est pas laissé faire, il a utilisé le bâton dont il a dit qu'il ne venait pas de lui, il l'a pas créé comme ça, c'est l'un des grands qui lui a donné, c'est comme ça qu'il le présente. J'imagine qu'il veut parler de Haravos, je vois pas pourquoi ce serait pas ça, mais bon, on sait jamais, hein, peut-être que ce serait quelqu'un d'autre. Et il l'utilise pour aspirer la vie de quelques créatures magiques volantes qui passent, et lutter contre lui. Ce qui fait que le dragon rebrousse chemin, et c'est échange de coups de feu, le sorcier désintégré, et le dragon aveuglé. Il se prend une boule de feu dans la gueule et il voit plus rien après ça. Et c'est à cause de ça qu'il a plus été roi. Je pense que oui, c'est mieux de savoir voir ce qu'on fait pour diriger tout un royaume, même magique. Et donc cet ancien dragon, c'était Sol Regem, celui qu'on a vu à la toute fin de l'épisode précédent et qui sera au centre du conflit de cet épisode, qui est, on va dire, acceptable dans l'idée. Ça sent quand même le vieux ronchon qui croyait trop dessus de tout, et c'est pour ça que ça a l'air d'être clairement fait exprès qu'il soit antipathique. Mais ouais, Callum et Rayla, qui viennent d'arriver à Xadia, ont la malchance de tomber sur lui pour commencer. Et apparemment, il n'y a pas d'autre chemin que celui sur lequel il se trouve. Tu ne peux pas faire de détour. Apparemment, Xadia, c'est très... Il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a pas plusieurs directions. C'est très bizarre la façon dont c'est présenté, je trouve. Parce qu'ils sont obligés de passer par là. Je veux dire, c'est un arrêt de mort à peu de choses près. Hein, si tu te fais voir par ce gars, parce qu'il est du genre à très ronchon, et bon, c'est un dragon tellement géant, on peut même pas espérer quoi que ce soit avec notre niveau, quoi. Donc, plutôt que d'envisager de faire un détour qui devrait pas être si long que ça, si tu veux juste hors de sa portée, on est obligé de passer par là.
Parce que la topographie de ce monde est particulièrement pratique pour les scénaristes qui veulent forcer des trucs. Je suis désolé, hein. Donc ils doivent passer, et c'est là que Rayla veut faire un petit peu une sorte de cours de furtivité. Kaloum suit un peu le mouvement. On joue sur l'odorat. C'est un truc que je trouve très bête, parce que il faut tromper son ouïe et son odorat. Voilà, il faut pas qu'ils nous entendent, il faut pas qu'ils nous sentent. Et vous faites aucun effort pour vous laver, pour enlever votre odeur. À ce moment-là, vous avez rien fait pour votre odorat. Et de toute façon, c'est pour ça qu'il va les trahir, puisque Zim fait sa chochotte, il a peur et il fait du bruit. Il fait chier le monde, en fait, Zim. Alors, je vais être coulant parce que voilà, ça reste un petit garçon qui n'a pas encore le sens des priorités, des trucs simples à comprendre. Parce qu'il avait juste qu'à se tenir tranquille et c'est bon, il passait. Hein. Mais non, il fait chier le monde, il se fait remarquer, ce qui fait que nos deux personnages se font remarquer par le dragon, ils peuvent plus trop passer furtivement. Et donc Rayla essaye de parlementer, hein, de dire hey, excusez-moi, grand dragon, je suis une aide de la nuit, je ne fais que passer, il faut que j'amène son enfant à la reine dragon, c'est super important à trouver, il est né, etc. Il n'est pas mort comme on le croyait. Et le dragon dit d'accord, très bien. Toi, le dragon, vous pouvez passer, l'humain, non. Et au début, il y a Kaloum qui dit ok, très bien, je suis prêt à accepter ça. Je dis attends. Et je dis tu peux pas passer, ça veut pas dire que tu rentres chez toi tranquille, hein, ça veut dire que tu crèves, connard. Voilà, il est un peu à ce niveau-là. Il a une dent assez poussée contre les humains, ça se sent depuis le début de cet épisode. Hein. Donc, ouais, Rayla n'est pas prête à accepter ça, elle essaie de le défendre, ça se sent qu'il y a de la tension sexuelle que vous instaurez depuis la fin de l'épisode précédent là aussi, mais ça ne marche pas parce qu'il a encore l'odeur de la magie noire qu'il a utilisée très récemment, et donc ça l'énerve, il attaque et ils doivent trouver un moyen de s'en sortir. Le moyen de s'en sortir, c'est de jouer sur son odorat, parce que il a un odorat très con en fait, c'est un odorat à développer mais très con. Déjà au passage, s'il peut sentir ce genre de choses avec cette précision-là, il aurait dû les sentir depuis un bon petit moment et il n'aurait pas eu besoin de Zim pour qu'il se fasse repérer. Donc vous avez forcé ça. Mais ils veulent utiliser l'odeur de Kaloum qui est sur son écharpe, qui mouille un petit peu sur sa sueur, histoire d'être sûr, pour que Rayla le porte et qu'elle distrait l'attention du dragon puisqu'elle est rapide, etc. Donc ça crée déjà à nouveau une petite tension sexuelle. On va vraiment partir sur le couple qui va mettre, j'imagine, un peu de temps à se concrétiser. C'est très typique, on verra un peu comment ça sera géré ça. Au début ça se passe plutôt bien, mais il y a un problème d'éboulement, et puis Kaloum part sur sa première option, c'est-à-dire d'utiliser son sort de souffle. Pour l'instant, il n'y a que ça, un sort de vent, pour faire voltiger son écharpe vers une arche où il aura de façon bien pratique la tête bloquée. C'est-à-dire qu'il a pu passer sa tête la première fois, mais la ressortir, c'est pas possible. C'est vraiment pile poil les dimensions qu'il arrange, et il n'est pas assez puissant pour se sortir de là par la force, en tout cas pas rapidement. Et le truc avec ça, c'est que je suis désolé, mais j'essaye de me mettre un peu à la place de Sol Regem. Il est con. Il y a l'odeur de l'humain qui voltige un peu partout, qui prend des directions ultra rapides. Tu sais qu'un humain, ça ne vole pas. Pourquoi, lorsque tu vois son odeur se déplacer de façon complètement flou, tu te dis c'est forcément la direction qu'il prend? C'est complètement ridicule, d'autant plus que ça n'a pas effacé l'autre odeur qu'il dégage et qui est à peu près à même distance de toi que l'écharpe. L'odeur qu'il dégage sans l'écharpe, vous voyez ce que je veux dire? C'est forcé et ça passe pas des masses pour moi. Je suis désolé de dire ça, ça passe vraiment pas des masses, hein. C'est très moyen cette partie-là, et j'ai pas trouvé ça fameux. C'est juste histoire de dire, il y a cet ancien dragon qui est vénère, et qui sera peut-être, je sais pas, une menace récurrente, j'en sais trop rien. Genre il sera énervé, qu'il lui est passé sous le nez, et donc il va les pourchasser, peut-être, j'en sais rien. C'est une introduction de méchants récurrents un peu naze, si c'est ça, hein, je vous cache pas.
Donc voilà, ça c'est l'intrigue principale. La seconde intrigue importante, c'est autour d'Amaya, donc c'est beaucoup mieux déjà, qui tient le fort alors que malheureusement l'avant-poste a été pris par les elfes et que oui, ils sont en sous-nombre et à la première attaque, ils seront complètement détruits et ils auront perdu quoi. Et il faudrait partir. Et c'est là qu'il y a Gren qui arrive, qui a enfin été libéré suite à l'arrestation de Viren, et qui vient juste les informer qu'il a arrêté pour haute trahison Viren et qu'on va rien faire de plus. Étant donné que c'était les ordres de Viren, de base, on fait plus rien par rapport à ça. Et une fois de plus, tous les soldats qui suivent ces ordres de façon assez illégale, hein, ils le savaient normalement, on s'en fout d'eux, ils n'existent plus. Et j'espère sincèrement qu'on va poursuivre ça. Hein. Qu'on va pas faire comme si ces soldats n'avaient jamais existé, parce que ces soldats existent. Hein. C'est pas juste Soren, hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Vraiment. J'espère que vous n'allez pas oublier ça. Donc, il lui rapporte ça, et je tiens à le dire, quoi. Il a eu le temps de se rendre à cette fortification, et notre duo a à peine eu le temps de poser un pied à Xadia. C'est quoi le délire, quoi? Ils peuvent se rendre là-bas en 1 heure ou 2, apparemment. Hein. Ils peuvent aller du château à cette frontière en 1 heure ou 2. Je suis désolé, hein, c'est comme ça que c'est montré. C'est ridicule. Alors qu'à côté, nos héros prennent des plombes, même en prenant un détour pour arriver à la frontière, et ils ont à peine eu le temps de poser un pied dans Xadiac. C'est déjà comme ça. Ce genre de temporalité est super lourde. Surtout, en plus, en parallèle, j'en parle très vite, on verra à la toute fin de l'épisode que Ezran est arrivé. Il est revenu au château. Donc, ils ont fait tout ce chemin, ça leur a pris je sais pas combien de jours, de semaines, pour aller vers la frontière où ils se sont trouvés. Et Ezran a eu le temps de rentrer au château, hein, même en étant accompagné, même en étant aidé par les animaux de passage, il a eu le temps de rentrer au château. Et Callum et Rayla ont juste posé un pied, ce sont juste au tout début de Xadia. C'est ridicule. Je ne suis pas le seul à trouver que c'est n'importe quoi cette temporalité-là. C'est vraiment saoulant ça, je vous jure. Hein. Une fois de temps en temps, je veux bien, quoi. Je suis prêt à pardonner ça quand ça arrange, mais là, ça commence à se cumuler un peu. Ça commence à se cumuler un petit peu trop. Au passage, à peine il arrive, il s'assoit sur le trône, il y a la chef du Haut Conseil qui pose sa couronne. Et ça prend 30 secondes, quoi. Genre, pas de temps pour faire une quelconque cérémonie, très vite. Il y a des trucs à raconter plus tard, on va pas le faire tout de suite. Ouais, ça va un peu vite, alors que justement le Haut Conseil était en train de débattre sur quoi faire de Viren, parce que c'est très difficile à gérer. La chef du Haut Conseil pense que ce serait peut-être pas plus mal de se débarrasser de lui définitivement. Et j'ai envie de dire oui, après ce qu'il a fait, à moins que vous soyez complètement contre la peine de mort, ce qui n'a jamais été un tant soit peu appuyé pour l'instant, je pense que c'est la sentence évidente. Mais bon. Je suis sûr qu'Ezran, en bon pacifique qu'il est, aura une autre idée, on verra. Et puis, j'imagine que lorsque Soren et Claudia rentreront, ils ne voudront pas ça, évidemment. Donc, on verra, on verra. Mais bon, du côté d'Amaya, ils doivent donc quitter la brèche qu'ils gardent depuis une saison. Et elle veut pas que ça se fasse comme ça, Amaya. Elle veut pas leur laisser cet avant-poste en plus, et donc décide de tout faire sauter avant de partir. Seulement voilà, lorsqu'il prépare un petit peu les mèches à distance pour ça, il y a la chef des elfes qui a un peu découpé ça parce qu'elle a vu les choses venir, et donc ça va pas être possible d'allumer ça à distance. Mais Amaya se dit, qu'à cela ne tienne, je vais m'en charger directement. La grande héroïne se jette directement là-dedans, elle dit je vais peut-être pas survivre, mais vous survivrez. Et c'est un moment très fort où il y a un peu de suspense, elle se bat avec la chef des elfes une dernière fois, enfin je sais pas si c'est la dernière fois, elle allume les tonneaux et ça rompt le passage de la brèche, ce qui fait que les elfes... En tout cas les elfes, parce que les créatures volantes peuvent facilement passer. Les elfes ne peuvent pas passer aussi facilement cette brèche-là, mais elle est bloquée de l'autre côté avec les autres. Elle décide de sauver la chef des elfes qui était au bord d'un précipice
plutôt que de l'achever. Plus par calcul que par mansuétude, je dirais, puisque ses soldats sont juste derrière, prêts à l'arrêter. Et donc elle va être prisonnière, mais j'imagine qu'elle saura s'en sortir d'une quelconque façon. Je veux dire, j'adorerais suivre une histoire centrée seulement sur elle, sur elle et les gens autour d'elle, mais elle, je trouve que c'est le personnage le mieux réussi, de loin. Et chaque fois qu'on se centre sur elle, c'est vraiment prenant à suivre. Donc, ouais, la grande guerrière est capturée, que va-t-il lui arriver? Le suspense est là et on va pas trop se centrer là-dessus, malheureusement. On va plus se centrer sur d'autres choses. Cet épisode est acceptable pour entamer les choses. Et ouais, le conflit avec Sol Regen de la part de nos deux héros était pas fameux, mais l'intro flashback était vraiment très intéressante, une fois de plus, pour rendre très gris cette configuration. Il n'y a pas un camp des gentils, des méchants là-dedans. C'est vraiment très cool d'appuyer ça de façon claire. Et oui, la partie sur Amaya valait le coup, c'est sûr. Donc ça suffit pour que cet épisode soit sympathique, même pas transcendant à cause de toute la partie sur Rayla et Callum qui était assez moyenne, je le redis. On verra si ça poursuivra bien la chose. A bientôt pour l'épisode 2. Bye!